Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Cela fait partie des préoccupations principales des jeunes, l'écologie. Alors, comment éduquer nos enfants dès le plus jeune âge? Eh bien, justement, pour faire naître cette fameuse conscience écologique. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Permettre aux élèves de s'épanouir à l'école, c'est la mission que s'est donnée Florence Wilk-Narbet, qui sera avec nous en plateau. C'est une enseignante passionnée qui nous racontera toutes les actions qu'elle mène au sein de l'école. Enfin, cette semaine, eh bien, Barbara Cabrita s'est confiée à Malika Ménard sur son expérience à l'école. Ce sera à découvrir dans Souvenirs d'écolier. Mais tout de suite, on retrouve Mickaël Dorian avec l'actu en bref. Cher Mickaël, on commence avec une plainte déposée ce mercredi par la famille de Samuel Paty. La famille de l'enseignant assassiné en octobre 2020 porte plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Ils accusent notamment les pouvoirs publics de dysfonctionnement selon une information de Libération confirmée par l'avocate de la famille, maître Virginie Leroy. Anne Hidalgo était sur France Info ce lundi. La candidate socialiste à l'élection présidentielle a insisté sur l'importance de l'école. L'école, c'est la base de tout, ce sont ses mots. Elle a aussi attaqué le bilan d'Emmanuel Macron. Selon elle, le projet pour l'école du président sortant va accentuer les inégalités. Vous savez, le projet d'Emmanuel Macron sur l'école, c'est quand même de diminuer considérablement les moyens de l'école publique. Il se passera quoi? Les gens, les classes moyennes qui veulent que leurs enfants réussissent, les autres aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se saigner encore plus pour payer le privé, pour payer de l'enseignement privé. C'est ça son projet. Vous en recrutez davantage aussi? J'en recrute bien sûr davantage. Et surtout aussi, je laisse aux profs la possibilité d'aller vers ces pédagogies innovantes, inclusives, sur lesquelles ils sont bridés. Ils reçoivent des circulaires tous les 4 matins en leur expliquant ce qu'ils doivent faire, ne pas faire. On ne les laisse même plus libres d'imaginer la pédagogie dans leur classe. Donc c'est vraiment soutenir l'école publique parce que c'est la base, le creuset de la République pour la réussite de tous nos enfants. Et bien sûr, par la considération des profs et par l'ouverture des pédagogies et les moyens laissés à l'école. Et je vous assure, Emmanuel Macron, dans 5 ans, il n'y a plus d'école publique. Dans le reste de l'actualité, eh bien, Najat Vallaud-Belkacem signe ce mercredi une tribune dans Le Monde pour les jeunes filles afghanes. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale appelle à la mobilisation des États et de la société civile afin d'assurer le droit à l'éducation de ces jeunes filles privées d'école par les talibans. Elle lance notamment un appel à la filière des technologies éducatives. Cette semaine, Mickaël, c'est le coup d'envoi de l'enquête PISA. PISA, programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est la plus grande étude internationale dans le domaine de l'éducation. 8000 élèves de 15 ans représentent la France cette année et sont testés sur leurs compétences en lecture, sciences et mathématiques. Leurs résultats seront comparés avec ceux des élèves de 84 autres pays. La dernière enquête remonte à 2019. La France avait terminé 26e. Cette semaine, Jean-Michel Blanquer s'est une nouvelle fois entretenu avec ses homologues européens sur le sujet des investissements dans l'éducation. Une nouvelle réunion a eu lieu mardi, présidée par Jean-Michel Blanquer, toujours dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, avec pour objectif renforcer les investissements en matière d'éducation dans l'ensemble des pays de l'Union. On l'écoute. Nous avons aujourd'hui franchi un pas supplémentaire, non seulement en fixant un principe que tous acceptent, qui est d'investir davantage en éducation. Ce sujet existait avant la crise Covid, il est encore plus fort à la fin de cette crise Covid dans laquelle nous sommes. Parce que des enfants ont été privés d'école dans le monde entier, et en Europe comme ailleurs, et qu'il y a donc des compensations à faire. Et puis que de toutes les façons, le monde ultra-technologique dans lequel nous sommes entrés signifie que si nous voulons garder la maîtrise de notre destin, le destin de chaque enfant, le destin collectif de chaque pays, le destin de l'Europe et aussi le destin de l'humanité, eh bien nous devons avoir un monde où l'on investit en éducation, où on investit dans l'humain. Et puis on termine évidemment cette action en bref parce qu'il ne reste plus que quelques heures pour confirmer ses vœux là, sur Parcoursup. C'est maintenant. Confirmer ses vœux et surtout compléter son dossier. Les élèves de terminale ont en effet jusqu'à ce jeudi 23h59 pour le faire. Et si vous avez des questions sur le sujet, un numéro vert a été mis en place. C'est le 0800 400 070. Merci Mickaël. Alors comment éveiller une conscience écologique chez nos enfants? Eh bien on en discute tout de suite.
Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Geneviève Ferron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Shift Project, qui est une association qui a pour mission d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Merci d'être là. Et j'accueille également Florie Desvasières de Castro. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Voilà, vous êtes fondatrice de Tuk Tuk, un trimestriel qui pour les 4-7 ans et qui sensibilise à l'écologie. Alors, le dernier rapport du GIEC, évidemment, vous l'avez lu toutes les deux, mais pour ceux qui nous regardent, il faut quand même en parler. Il est effarant. Voilà ce qui est dit dans les quelques lignes. L'humanité dispose de moins de 3 années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, principale responsable du changement climatique, si elle veut conserver un monde vivable. Alors déjà, le point est posé. Ma première question est la suivante, avant de sensibiliser les enfants, évidemment. Est-ce que déjà c'est aux adultes d'être sensibilisés à ça? Est-ce que vraiment ils ont compris qu'il y avait urgence? Alors là, s'ils ne comprennent pas, j'avoue que je ne sais pas trop comment on peut y remédier. Mais d'autant quand même que ce rapport du GIEC, il est particulièrement alarmant, mais il faisait suite au précédent qui était tout aussi préoccupant. Et le GIEC, quand même, ça existe depuis le début des années 90. Alors, ces rapports ont été successifs, donc la prise de conscience depuis les années 90, elle s'est installée. Mais on va dire que depuis 2015, on est parfaitement au fait de ce qui est en train de se passer et de l'accélération. Donc la prise de conscience, si elle n'est pas maintenant, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus pour alerter. Mais vous le dites vous-même, le dernier rapport, l'avant-dernier rapport, était tout aussi effarant. Et pour autant, bon, on parle d'écologie, mais est-ce que vraiment on a pris des mesures dans ce sens ? Disons que l'instinct de survie n'est pas engagé. C'est assez compliqué à expliquer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à se projeter à la fin du siècle en imaginant une planète qui est radicalement différente de celle dans laquelle on vit. Parce que c'est comme si on chutait, mais on chute lentement. Vous savez, c'est une espèce de chute au ralenti. Et puis on a l'impression, tant qu'on n'a pas touché le sol, tout va bien, quoi. Oui, c'est ça. Et donc... ça ne permet pas de se ressaisir et ça ne permet pas de prendre... la deuxième, ce qui est compliqué, c'est que même si à titre individuel, vous et moi, on peut se mobiliser, ça ne permet pas de faire système. Voilà, de faire en sorte que... Parce que c'est un sujet qui est un sujet de civilisation, c'est un sujet planétaire. Donc on y arrive tous ensemble ou on n'y arrive pas du tout. Alors déjà, faire tous ensemble, c'est déjà un point qui est déjà assez compliqué. Voilà. Mais effectivement, pour un vœu qui... Quand on lit effectivement le rapport, quand on voit ce qu'il en est, on se dit c'est quand même vraiment terrible ce qui se passe. Et pour autant, dans l'actualité, on voit toujours, alors évidemment des drames, et on en vit beaucoup en ce moment, bien entendu, quand on parle de pandémie, quand on parle de guerre, mais aussi on voit d'autres choses et... On a l'impression que ça passe comme ça, comme un message qui est délivré. Ah oui, on va tous mourir dans 3 ans, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Florie Desvasières de Castro? Je disais, vous avez fondé Tuk Tuk, un trimestriel pour les 4-7 ans. C'est aussi aux parents de pouvoir effectivement sensibiliser les enfants à ça, parce qu'on ne naît pas avec une conscience écologique. On l'acquiert avec le temps. Oui, alors on n'est pas avec une conscience écologique, mais en même temps, les enfants, ils ont vraiment un rapport dès le plus jeune âge avec la nature, et donc ils ont vraiment cette appétence quand même à s'émerveiller de la nature. Donc il suffit un petit peu de les pousser, mais ils ont vraiment quand même cette envie. Après, c'est vrai que quand on voit le dernier rapport, c'est évident que ça fait peur, que de nombreuses générations en fait et adolescents ne croient pas vraiment au futur. On sait aussi que 78% des parents pensent que leur enfant vivra moins bien qu'eux, et ça c'est angoissant, et donc ça développe aussi beaucoup tout ce qui est éco-anxiété. Et nous aujourd'hui on serait beaucoup plus sur quand même aller parler écologie positive et se positionner autrement sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. D'accord. Alors, cette éco-anxiété, je vous vois réagir, effectivement, Geneviève Ferron. Vous le ressentez aussi beaucoup autour de vous et dans les rapports qui sont distribués? Oui, ça y est, je la ressens. Pendant très longtemps, je ne l'ai pas ressenti autour de moi. Parce que nous sommes sur le sujet avec le Shift, mais même d'autres personnes qui étaient mobilisées sur ce sujet avant même la création du Shift. Mais c'est la première fois que depuis, on va dire, 2-3 ans, qu'autour de moi, donc des jeunes considèrent effectivement que le futur est effarant, effrayant, et se posent la question eux-mêmes de se dire, mais j'ai pas forcément envie de créer une famille, moi, dans ce contexte. Et donc, quand on sent que ça commence à toucher à l'énergie vitale, qui est simplement de se projeter, éventuellement fonder une famille, avoir des enfants, mais c'est simplement croire à l'avenir Bien sûr. Et je trouve absolument monstrueux, quelle que soit la décision d'avoir ou pas des enfants, mais de priver
ces jeunes de cet avenir-là, comme nous, on a pu en bénéficier. Et ça ne semble pas être un sujet qui mobilise plus que ça les esprits. Alors, l'éco-anxiété, quand vous grattez un petit peu, elle est très présente. Et je pense que si elle n'est pas traitée sérieusement, c'est une génération qui va énormément souffrir. Mais on peut sensibiliser tout le monde parce qu'effectivement, la plupart, alors là je reste en France, mais effectivement vous le dites, c'est planétaire comme sujet, mais pour rester en France, la plupart des gens se préoccupent déjà de pouvoir se nourrir, se loger, enfin de préoccupations. La fin du mois. Voilà, la fin du mois exactement. L'écologie est tout aussi importante, évidemment. L'environnement, on le sait, si on ne peut pas vivre sur notre planète, comment va-t-on faire? Mais comment faire pour pouvoir prioriser et essayer de prendre conscience justement de ce problème-là, au même titre, si je puis dire, que des problèmes essentiels de vie? Alors, c'est une excellente question. Et puis, c'est finalement la seule chose à faire. C'est que quand on est devant un problème dont on mesure notre impuissance, c'est bien de revenir finalement à des choses assez simples et de se dire, mais à mon échelle, bon, j'ai bien conscience qu'à mon échelle, ça ne va pas forcément changer les choses en profondeur, mais moi, je vais me sentir mieux. Je vais me sentir mieux alignée parce que je vais être en action, parce que je vais être alignée, parce que je vais être en cohérence. Et c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendront pas de vous, mais dans le peu qui dépend de vous, allez-y. Donc c'est une consommation plus sobre, plus responsable, et c'est pas forcément synonyme de tristesse, de renoncement, d'attrition. Ça peut être au contraire d'engagement. Oui, c'est un engagement qui peut même donner une vitalité renouvelée et du sens à sa vie. Et là, il y a vraiment beaucoup à faire, beaucoup à explorer. Mais si on reste simplement à se nourrir sur les réseaux sociaux de toutes ces nouvelles qui sont extrêmement mortifères, c'est clair que là, on va avoir du mal à renouer avec l'action. Voilà. Non, mais les nouvelles permettent de prendre conscience. Parce que quand on sait qu'il va faire plus 40 en Antarctique, enfin je ne sais plus exactement les chiffres, mais enfin c'était quand même effarant d'imaginer ça, c'est aussi une prise de conscience. Voilà. Oui, alors les nouvelles sont absolument indispensables, l'information est absolument indispensable. Après, il faut, mais d'ailleurs les parents, c'est bien les parents ou les enseignants, enfin en tous les cas la communauté éducative ou même politique, qu'est-ce qu'on fait de ça pour mettre en mouvement les citoyens les plus jeunes, des communautés, des associations et un collectif. Alors on le voit, tout le monde est assez engagé sur le sujet, à plus ou moins grande échelle, avec de plus ou moins bonnes idées. Mais en l'occurrence, vous l'êtes, Geneviève Ferronne, Florie Desvézières de Castro aussi. Et grâce à justement Tuk Tuk, vous proposez aussi des expéditions en collaboration avec des explorateurs. Racontez-moi ce que c'est en fait. Alors oui, on a le magazine Tuk Tuk qui fait découvrir la France, le monde et la biodiversité. Mais aujourd'hui, on a aussi, en fait, on est en train de sortir une série de livres avec le premier livre qui sort la semaine prochaine, qui est un livre qui est fait en collaboration donc avec des explorateurs. Là, pour le premier livre, ce sera avec la mission Under the Pole, qui est une mission sous-marine depuis à peu près 14 ans. Et donc là, en fait, dans ce livre qui est pour les enfants, mais pas que pour les enfants, on va aller découvrir l'importance du milieu sous-marin, puisque il faut pas oublier que notre survie dépend de la mer et des coraux. Et donc on va aller parler écologie joyeuse. C'est pas une phrase de moi, mais on sait que l'on protège que ceux que l'on connaît. Donc c'est déjà aller faire découvrir ces fonds marins, parler de ces fonds marins au travers d'explorateurs. Et d'amener comme ça les enfants à l'écologie. Alors, voilà. Si vous le voulez bien, vous allez faire comme si j'avais 5 ans et demi et que je ne savais rien. Expliquez-moi en quoi tout dépend des fonds marins et de la mer demain. Toutes les deux. Déjà, Florie, s'il vous plaît. Déjà, en fait, on existe grâce à la mer, puisque on est né, la vie sur Terre est née grâce à la bactérie qui était quand même au fond de la mer. Et aujourd'hui, en fait, les coraux sont plus importants, on va dire, extrêmement importants par rapport même à la forêt amazonienne, puisque ces coraux respirent et permettent notre vie sur Terre. Aujourd'hui, si la mer disparaît, il n'y a plus rien, tout simplement. Alors, 5 ans et demi, alors je vais me lancer. Je dirais tout simplement qu'on vient effectivement de la mer et que c'est un poumon extraordinaire et que la mer respire et la mer respire et c'est un organisme vivant et cet organisme vivant, il est tellement présent sur la planète que s'il se dérègle, nous mourrons aussi.
Donc c'est une sorte de matrice dans laquelle nous avons inscrit notre existence depuis des millions et des milliards d'années, mais en l'occurrence pour l'homme, depuis des millions d'années. En admettant que 65 millions de Français regardent School TV aujourd'hui, qui prennent conscience de l'urgence, que nous sommes tous en train de nous dire attention, stop, comment je fais? Alors, si je n'ai pas forcément les moyens, ou si j'en ai, peu importe, si j'ai une sorte de petite conscience écologique, mais j'ai envie d'apporter mon grain de sel pour effectivement faire effet à grande échelle, pour que chaque jour, des gestes simples soient utiles pour l'environnement, pour l'écologie. Geneviève. Alors, les gestes simples, on les connaît, tout ce qui relève du gaspillage, c'est des règles toutes bêtes, mais avant d'acheter quelque chose, se poser la question de savoir est-ce que j'en ai besoin. Vous savez, la petite règle pour les enfants qui marche bien, la petite règle bisou et marrante. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que j'ai déjà le même, le semblable? D'où ça vient? Est-ce que c'est utile? Bon, ça amène à des prises de conscience et ça permet une forme de frugalité et de tempérance. Après, c'est tout ce qui relève du gaspillage alimentaire, de la mobilité, c'est-à-dire comment je me déplace. C'est tout bête. Le chauffage, des choses qui sont d'une évidence, on n'a pas arrêté de les répéter. Mais ça coûte de l'argent. Mais alors, justement, c'est assez intéressant parce qu'on peut considérer que ce que je viens de dire ne coûte pas d'argent, est accessible. C'est-à-dire de mieux acheter, c'est pas forcément plus cher. Non, alors c'est pas forcément plus cher, mais ça peut l'être pour certains de se dire à un moment de changer de type d'électricité ou de chauffage, en tout cas de la manière de se chauffer à la maison. C'est un investissement à long terme, vous me direz, c'est ça? Oui, alors dans les petits gestes qui coûtent pas plus cher, c'est ceux que je viens de citer. C'est des gestes du quotidien. Le vrac, le packaging, le tri. Pas gaspiller, le tri, etc. Ou aller à pied ou aller en vélo. Ça c'est des choses qu'on peut faire. Après, effectivement, dans nos systèmes énergétiques, on n'est pas décisionnaire. D'abord, on fait avec ce qui nous est proposé. Et si on veut améliorer, mieux isoler notre logement, effectivement, même s'il y a beaucoup d'aide, c'est un investissement à long terme. Donc, en fait, il faut beaucoup d'éducation et de compréhension du bénéfice qu'on va en retirer, mais à moyen long terme. Et là, c'est un peu compliqué pour certains ménages. Et c'est un peu aussi compliqué à comprendre. Voilà. Vous, de votre côté, Florie, est-ce que vous voyez les enfants qui, justement, ont une telle conscience de l'écologie, de l'urgence, en fait, climatique, que ce sont eux qui finissent par éduquer leurs parents? Qui disent, attends, regarde, Touk-Touk, apprends, maman. Oui, alors tout à fait. Alors parfois vraiment les enfants, on est un peu secoué par nos enfants. Moi j'ai un fils de 5 ans et il va venir me dire ah là on recycle. Donc c'est vrai qu'à des moments on est un petit peu secoué. Mais ce que je pense, nous aussi, en fait, parents, c'est qu'il va falloir, selon les âges, aller leur parler de différentes choses, toujours pour cette partie, justement, éco-anxiété. Et ensuite, en petits gestes, tout simplement l'émerveillement. Je pense qu'on va passer d'abord par l'émerveillement de la nature. Et la nature, on va la trouver partout. On peut la trouver au supermarché en choisissant ce qu'on va manger, dans les parcs, regarder les fleurs. En fait, moi, sur les petits gestes autres que ce que l'on a dit avant, c'est vraiment passer sur ce côté éducation, émerveillement, et que les enfants prennent conscience que même avec leurs petits gestes, ils vont pouvoir en fait faire quelque chose. Mais effectivement, oui, les enfants en général nous rappellent à l'ordre et nous, parents, on fait aussi à des moments ce qu'on peut. Mais il faut avancer tous ensemble. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'environnement, sur l'écologie, sur les gestes à faire, notamment l'idée qu'effectivement, je vous le disais, ça peut coûter un peu plus cher. Surtout, alors, manger local, on se dit non, ça ne coûte pas plus cher puisque c'est à côté et donc évidemment, les trajets sont réduits. Donc, a priori, c'est bien, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais c'est vrai que les produits dits bio, par exemple, sont souvent plus chers. Comment faire pour... est-ce que c'est une idée reçue, premièrement? Et comment faire pour pouvoir donc, manger intelligemment et utile pour la planète? En fait, tous ces sujets, notamment les circuits courts, ça vient de près de chez vous, etc., que ce soit bio ou pas bio, mais quand il y a une meilleure qualité, quand on connaît le producteur, en fait, ça demande du temps. C'est pas tellement que c'est plus cher, c'est qu'il faut vraiment s'y intéresser. Mais le temps, c'est de l'argent. Alors, le temps, c'est de l'argent, sauf que là, c'est plutôt un cadeau qu'on se fait. C'est un cadeau qu'on se fait parce qu'on se désaliène, on s'émancipe.
on s'émancipe d'habitudes de consommation qui sont toutes faites, qu'on ne remet pas en cause. Et là, avec un peu de curiosité pour se dire, mais est-ce qu'il y a une AMAP près de chez moi, ou est-ce qu'il y a un petit producteur local qui est en agriculture raisonnée, qui me propose quelque chose, finalement, c'est peut-être un petit peu plus loin, où je n'ai pas forcément tout le choix que me propose le supermarché, mais je vais être gagnant, parce que finalement, ça sera accessible, ça sera bon, et ça sera bon pour la planète et l'environnement. Alors, pour répondre à la question du bio, le bio est effectivement un peu plus cher, parce que tout simplement, le cahier des charges demande aux producteurs de prendre en compte des sujets notamment environnementaux mais aussi sociaux qui sont parfaitement ignorés par d'autres producteurs. Donc forcément, des poules en plein air ou des œufs bio, oui. Forcément ça coûte un petit peu plus cher que quand on les tasse, quand on empile les poules les unes sur les autres. Mais vous voyez bien que là, peut-être que sans se dire j'achète tout en bio, peut-être avoir des arbitrages. Et ça, c'est possible d'avoir des arbitrages. Alors, si on reste sur le sujet de la nourriture, de la nutrition de manière générale, et ça nous intéresse aussi beaucoup ici sur School TV, puisqu'il s'agit aussi de nourrir nos enfants à l'école comme dans la vie, c'est peut-être aussi repenser la manière de se nourrir aussi, de penser... Oui. Écologiquement, environnement. Alors, je vais d'abord interroger Florie, qui est en lien justement avec tous ces enfants. Est-ce que dans votre magazine, vous parlez beaucoup justement de cette manière de penser la nutrition ? Alors, nous, on part toujours de la biodiversité, du fruit, de parler surtout de tout ce qui est fruits de saison. Voilà, on va plus aller sur ces thématiques-là, à travers des petites BD, à travers des jeux. Je vous parle clairement de pizza, de toutes ces junk food qu'on connaît, de tout ces plats qui sont faciles à faire parce qu'on est harassé, on rentre du boulot, il est tard le soir, on a 4 enfants à nourrir, on se dit ça va être facile, on met dans le micro-ondes et merci, au revoir. C'est des choses qui... Oui. J'ai pas du tout envie de culpabiliser entre guillemets les femmes ou les hommes, puisque écoutez, moi ça m'arrive aussi et que c'est à des moments, je vais pas dire que c'est inévitable, mais on fait aussi un peu ce qu'on peut. Mais c'est effectivement peut-être que ça arrive moins d'essayer de choisir. Voilà, c'est plutôt d'essayer de changer notre mentalité. Après on essaie d'évoluer et de faire aussi ce qu'on peut. La nutrition, alors Geneviève Ferron, dites-moi, parce qu'il y a un enjeu quand même terrible. Il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur, alors je vais pas le décrire, mais il y a un enjeu sur la viande, sur l'élevage, il y a un enjeu sur les moldes, la façon dont l'agriculture se verdit, l'usage des pesticides, etc. Donc la nutrition est un enjeu majeur. Alors je ne vais pas culpabiliser non plus, mais... Non, mais il faut dire les choses, on est là pour ça. Mais de toutes les façons, il va falloir drastiquement changer nos modes d'alimentation et être beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus local, ça c'est un fait. C'est pas forcément aller vers le bio. Pas forcément, c'est pas une injonction à aller vers le bio, mais par exemple se poser la question de la viande aussi. La viande de temps en temps de qualité, mais... en soi, l'élevage intensif est une bombe climatique également. Pourquoi ? Dites-moi, expliquez-moi les effets. Tout simplement parce que les bovins produisent du méthane, enfin un gaz. Donc les rots des bovins produisent un gaz qui est le méthane et qui est un gaz à effet de serre. Et donc, on voit bien que la question du méthane, si on veut la régler, ça pose aussi la question de limiter ces élevages intensifs. L'impact est marquant sur les problèmes des gaz à effet de serre ? Oui, l'impact est vraiment marquant. Et donc ça, c'est un exemple. La pêche intensive, on parlait de la mer tout à l'heure et l'importance de la mer. Là, on est plus sur la biodiversité. Là, sur la pêche intensive, on est beaucoup plus sur la biodiversité qui est aussi extrêmement importante parce que si on appauvrit les océans, on sent qu'il y a un impact sur le climat. Mais là, sur la pêche intensive, c'est la biodiversité. Et puis, c'est aussi ces bateaux-usines. Il y a peut-être un sujet aussi de la façon des émissions de CO2 de la flotte, d'une flotte très intensive. C'est leur pratique de pêche qui est en jeu. Et puis, c'est toute la chaîne de transformation, la chaîne du froid aussi, qui aura également un impact climatique. Alors, on parle effectivement des familles, on parle donc de l'impact, notre impact à nous, en fait, en tant qu'individu, en tant que citoyen, de la prise de conscience, de ce qu'on peut faire comme on peut, c'est ça, au quotidien, en fonction de ses moyens, en fonction de ses envies, en fonction de la prise de conscience. Mais aussi, c'est vrai que le respect de l'environnement doit se faire à une plus grande échelle, et notamment celle des entreprises, de l'engagement des entreprises. Et donc, vous avez créé une agence de notation sociale et environnementale. Parlez-moi. Alors, c'était il y a quelque temps, et l'idée est très simple, c'est de dire que les entreprises, vous savez, doivent rendre des comptes sur leurs états financiers,
pour savoir est-ce que je peux investir ou pas dans cette entreprise. Ouais. Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle va me rendre l'argent que je mets dedans, Bien tout sûr. simplement. Eh bien, la même idée, c'est de dire, est-ce que cette entreprise, est-ce que c'est une bombe à retardement social? Est-ce que c'est une poubelle environnementale? Et j'ai besoin aussi de savoir pour faire confiance. Moi, en tant qu'investisseur, en tant que citoyen, en tant que client, etc., en tant que salarié. Donc, cette agence de notation sociale environnementale, elle permettait d'évaluer les entreprises sur ces sujets qui étaient parfaitement ignorés. Et ça permet des arbitrages. Et ça permet aussi une émulation très saine pour que les entreprises fassent beaucoup mieux. Par exemple, celles qui polluent, celles qui ne recyclent rien, celles qui ont des packaging qui ne sont absolument pas recyclables ou biodégradables, celles qui font un usage du plastique à usage unique. Alors maintenant, la législation l'interdit, mais pendant très longtemps, le plastique à usage unique était autorisé. Donc les entreprises qui déjà s'étaient régulées, elles étaient plus responsables que celles qui ne l'étaient pas. Alors qu'est-ce qu'elles gagnaient, qu'est-ce qu'elles perdaient, ces entreprises, en fait? En fait, En quoi ça joue, si vous voulez, la notation? En fait, ce qu'elles gagnent... À part le respect immense qu'on leur doit, mais Oui. ce qui est déjà pas mal. Quand c'est connu. Alors, elles gagnent en attractivité. Leur marque est beaucoup plus solide. Elles gagnent en attractivité pour attirer des talents, des personnes. Elles fidélisent leurs clients. Et puis surtout, elles gagnent en innovation. En fait, elles ont un coup d'avance. Et ça, c'est énorme. C'est probablement ça l'enjeu le plus intéressant. C'est que comme elles répondent à des enjeux sociétaux et environnementaux, un peu en avance de phase, eh bien, elles se fortifient, elles sont plus résilientes, elles sont plus innovantes. Et donc, elles créent les standards de demain. Voilà, donc c'est plutôt avantageux. Alors c'est notre système économique qui évidemment a fabriqué tout ça, qui a fabriqué ce changement climatique. Malheureusement, on en prend conscience évidemment trop tard. Est-ce que nos dirigeants ont réellement envie de changer ce monde, ce modèle économique? On le voit, certains se positionnent évidemment, notamment le Parti des Verts d'Yves Jadot, mais est-ce que réellement, à quelques jours du premier tour des présidentielles, il y a une prise de conscience où on se dit que de toute façon, là, les enfants vont droit dans le mur? Alors, au regard de tout ce qu'on vient de dire là, toutes les trois, normalement, l'écologie devrait, tous les présidents de la planète devraient être des présidents écologiques, oui. Puisque c'est l'urgence, et c'est l'urgence pour tout le monde au même moment, au même endroit. Enfin, je veux dire, quel que soit le pays. Pardon de vous couper, mais c'est vrai qu'on l'a vu avec le Covid. On voit bien que tout d'un coup, quand il y a une pandémie, on ne peut rien faire. Voilà. On ne sait pas qui est notre ennemi et on n'a pas de moyens d'action. Là, c'est exactement ça qui se passe. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que comme ça se déroule dans un pas de temps plus long, et parce que ce n'est pas uniquement, c'est multifactoriel, pardonnez-moi de jargonner, mais le changement climatique, il faut s'attaquer à beaucoup de choses. Étant le Covid, on savait qu'il y avait un virus là, et il fallait qu'on arrive à le décrypter pour pouvoir envoyer les bonnes doses de vaccins. Tandis que le changement climatique, c'est systémique, en fait, ça touche absolument à tous les compartiments de notre vie. Et ça donne le vertige quand il s'agit de s'attaquer. Alors on sait quand même, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, il faut qu'on arrête avec les énergies fossiles. Voilà, déjà ça, le charbon, le pétrole, le gaz, on arrête. Sauf que on est complètement dépendant de ces énergies fossiles. Et que et on sait qu'il fallait en sortir, on le sait depuis les années 70-80, on sait très bien qu'il faut qu'on arrête, qu'on rompe cette dépendance. Depuis les années 2000, on en est encore plus conscient grâce au GIEC. Et j'ai presque envie de vous dire, autant sur le Covid, en moins de 2 ans, on a trouvé un vaccin. Mais là, comment est-ce que vous voulez remplacer une énergie qui rend juste la vie possible au quotidien, dans tous les compartiments de la vie? Oui, parce que le GIEC a 20 ans quand même. Le GIEC a plus de 20 ans, il a été créé au début des années 90. Voilà, donc 30 ans. Donc ça veut dire que 30 ans, on n'a pas encore vraiment avancé, si ce n'est une prise de conscience. Bon, mais on n'avance pas. Donc si on imagine encore 30 ans pour pouvoir trouver le vaccin... Voilà, exactement. Mais voilà, c'est les bons ordres de grandeur et on n'a pas 30 ans. On n'a pas 30 ans parce que la machine climatique a une inertie très forte et que les gaz à effet de serre qu'on émet aujourd'hui vont rester très longtemps dans l'atmosphère. Donc on sait que le climat qu'on est en train de créer en 2050, il est déjà au-dessus de nos têtes. Fleury Desvasières de Castro, là vous avez créé Tuk Tuk pour les 4-7 ans. Pourquoi vous êtes attelé uniquement pour les 4-7 ans? Vous pensez que c'est eux, alors évidemment ce sont les citoyens de demain, mais autant que les 11-15 ans, c'est eux qui finalement ont le plus de lien avec cette nature dont vous parliez au début?
C'est vraiment un choix éditorial au début de se concentrer sur les plus jeunes. Peut-être, on est une jeune société, donc peut-être qu'on évoluera aussi après sur d'autres tranches d'âge. Mais aujourd'hui, effectivement, les plus jeunes, je vais pas dire que c'est les plus importants, mais c'est aujourd'hui, sur quoi on s'attelle. Mais le problème, c'est que ces plus jeunes, il va falloir un certain temps aussi pour qu'ils deviennent adultes. Donc on revient au fait que nous, adultes, il faut qu'on agisse, bien maintenant. Écoutez, merci à toutes les deux. Je crois que le message est passé. Merci. Et ça, c'est très clair. Il y a urgence, vraiment il y a urgence. Et j'en prends conscience aussi de mon côté, car ces émissions aussi servent à tout le monde. Merci Geneviève Ferron d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Shift Project, qui est une association qui a pour mission d'éclairer et d'influencer évidemment le débat sur la transition énergétique. Et merci à Florie Desvasières de Castro, qui a fondé le trimestriel Tuk Tuk pour les 4-7 ans, justement pour les sensibiliser à l'écologie. Restez avec nous car dans un instant, on va recevoir la présidente de FLOS, une association qui a pour but de franchir les obstacles scolaires. À tout de suite. Toujours sur le grand JT d'éducation avec Mickaël Dorian et Florence Wilk-Narbet qui viennent nous rejoindre, présidente de FLOS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez une association pour franchir les obstacles scolaires. Alors, quelle est sa mission ? Alors, la mission principale, c'est de ramener la confiance pour les enfants, élèves et aussi les parents. Puisque l'avantage de cette association, c'est qu'elle fait justement un combo pour aider les parents aussi à retrouver confiance dans leur scolarité de leurs enfants, les difficultés qu'ils peuvent avoir, et pour que les enfants sachent retrouver aussi le sens de l'école. Alors, c'est beaucoup de mots très importants, surtout aujourd'hui, quand on voit soit un désamour de l'école, soit des enfants qui sont complètement perdus. Quand vous dites la confiance, c'est de manière générale, c'est pour tous les élèves et tous les parents ? Oui, de ce que je peux voir depuis 20 ans, quel que soit le niveau socio-culturel, beaucoup de parents et d'enfants projettent des peurs vers l'avenir et souvent se désinvestissent à un moment donné. Donc il y a le côté décrocheur, mais il y a aussi le côté peur, panique, phobie, dont on entend aussi de plus en plus parler. Mais des peurs de l'échec, des peurs de quoi ? Les peurs de l'échec, effectivement. Ouais. La peur de décevoir aussi. Ça, c'est plus les enfants vis-à-vis des parents ? Oui. Ouais. Et les parents sont aussi souvent un petit peu démunis face aux difficultés de leurs enfants et ils cherchent de plus en plus des réponses que l'école ne peut pas forcément apporter parce que c'est trop grand, parce que on est un peu pris dans une grosse machine. Et l'avantage en étant enseignante spécialisée, c'est d'avoir justement ce petit pas de côté qui est possible quand on n'a plus de classe, mais qu'on a 1400 élèves potentiellement à avoir en une année. Moi, j'ai 80 élèves par semaine à coacher. En gros, soit parce qu'ils sont en décrochage scolaire, parce que ça ne les intéresse plus, parce qu'ils sont en colère contre leur père en général, contre PAIR, contre l'enseignement, parce qu'ils n'y trouvent plus de sens, parce qu'ils se sentent dépassés par les demandes. Et quand on analyse justement ces difficultés, c'est souvent parce qu'il n'y a pas un langage commun entre l'école, les parents et les enfants. L'institution attend un certain nombre de choses des parents et des enfants qui n'est pas rendu, je pense, suffisamment explicite pour les parents. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on ressent beaucoup ça chez beaucoup d'élèves, peu importe les milieux, peu importe les régions, peu importe le niveau social. C'est-à-dire que cette dichotomie qui s'exerce entre effectivement l'école et les élèves, et pourquoi c'est arrivé ça ? Enfin, depuis combien de temps vous enseignez, madame ? Ça fait 20 ans. 20 ans. En 20 ans, vous avez vu une évolution, négative ou positive, mais je veux dire, vous avez vu un changement, ou est-ce que depuis toujours vous avez ressenti ça ? Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que ça a toujours existé, mais on va dire comment tourner ça ? Les compétences, en fait, qui sont attendues de plus en plus, ne sont plus, entre guillemets, celles qui sont réellement enseignées à l'école. On a besoin de plus en plus, et en tout cas c'est ce que je fais au quotidien, d'aider les enfants à avoir des compétences psychosociales. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est avec les autres, comment est-ce qu'on peut s'adresser aux autres
poser des questions. Mais c'était pas le cas avant, ça? Je pense que l'école est plus attendue sur les connaissances et des compétences académiques. Et les parents comprennent bien que le monde qui arrive, on ne connaîtra pas, qui est difficile pour nous en tant que parents, je me mets dans l'eau, hein, de préparer nos enfants justement à ce monde qu'ils vont connaître. Il y a une chose en tout cas qui est imparable, c'est de savoir parler, écrire, pouvoir communiquer correctement avec quelqu'un, savoir formuler une demande, savoir aussi entendre un non. Ça aussi, au niveau de la frustration, c'est assez difficile pour beaucoup d'enfants. Les parents font souvent les frais aussi à la maison. Voilà, donc moi ce que j'essaie de faire dans l'association et au quotidien dans mon travail, puisque je suis enseignante spécialisée à dominante relationnelle, donc la relation, elle est globale, elle est avec la famille, elle est avec les enfants du même âge, elle est avec les adultes, et elle est avec la vie en général, pour essayer d'avoir plus confiance. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est essentiel pour réussir, outre le fait bien sûr d'avoir des connaissances que l'école apporte, ce n'est qu'un complément. Mais on voit l'importance du travail de médiation, en fait. Tout à fait. Je suis comme un filtre, en quelque sorte, voilà, pour lever justement ces peurs ou bien cette réfraction complète sur ce qui est attendu d'eux, parce qu'ils ne savent pas en fait ce qui est... Alors, il y a effectivement les peurs chez les enfants qui sont dans un parcours classique, et puis il y a tous les enfants dits différents, les enfants qui sont soit 10, on appelle 10, hein, DYS, soit effectivement les enfants qui sont aussi atteints d'autisme. Le 2 avril dernier, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Est-ce que vous avez une attente aussi, vous de votre côté, de la part des politiques pour un engagement auprès de ces enfants-là et auprès d'ailleurs de l'école de manière générale, mais en particulier? Alors, en ayant été, puisque j'étais enseignante en Ulysse, donc en dispositif Ulysse, c'est déjà fait, c'est d'actualité. Je pense que là où je mettrais un bémol, tous les enfants sont à l'école maintenant, quel que soit le type de handicap, visible ou invisible, à savoir qu'il y a quand même beaucoup plus de handicaps invisibles que visibles. Ouais. Ce qui manquera le plus, c'est essentiellement la formation des enseignants pour pouvoir les accompagner correctement. Et je dirais ne pas leurrer les parents. Il y a quand même une certaine limite à l'inclusion. Qu'on peut voir parce que voilà, effectivement on peut avancer sur un CAP, on peut avancer sur une orientation qui est tout à fait appropriée, mais les limites, elles sont justement dans l'institution et dans la formation des enseignants. Quand vous dites ne pas leurrer les parents, je reviens au propos d'Éric Zemmour au sujet justement des enfants et de l'inclusion des enfants atteints d'autisme. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Je les approuve pas, c'est évident. J'ai vu des enfants atteints d'autisme à certains degrés. Ceux qui sont à l'école ne sont pas en institution. Quand on y met vraiment les moyens humains, on peut faire de très très belles choses, vraiment. J'ai l'impression que vous avez vécu des histoires formidables avec des enfants. Je vous sens extrêmement touchée. Ah oui. Parce que quand vous parlez, on voit les noms de chaque enfant qui surgit. Tout à fait, avec des suivis, des enfants, des parents qui me donnent encore des nouvelles 8 ans après. J'ai aussi enseigné en ECPA, donc avec des enfants qui ont des parcours très très difficiles. Et j'ai une certaine fierté quand je les vois me présenter voilà, leur travail ou leur famille, des enfants aussi atteints d'autisme qui ont trouvé leur place dans la société parce que chacun a sa place. Chacun a sa place et justement au contraire il faut les inclure, mais il faut aussi inclure effectivement les parents et tout le personnel enseignant parce qu'ils sont souvent un peu démunis face... Complètement, c'est un peu la panique à bord quand des enfants en situation de handicap arrivent. Alors en fauteuil roulant, je dirais que c'est facile, hein, c'est la chose la plus facile à faire, c'est tout le côté matériel. On peut comprendre la fatigabilité, on peut comprendre beaucoup de choses, mais quand il s'agit d'un handicap invisible, là c'est beaucoup plus difficile d'adapter. Et c'est là que justement des enseignants formés, donc enseignants spécialisés comme moi, qui en plus, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire le DU de neurosciences à Descartes.
voilà, quand on connaît le fonctionnement du cerveau, on arrive mieux à appréhender ce que c'est que vraiment la difficulté, ce que c'est que vraiment la réussite. Alors il faudrait peut-être repenser l'école avec justement les ateliers pour pouvoir expliquer aux parents ainsi qu'aux professeurs, aux enseignants qui eux aussi sont submergés de travail, sont fatigués, sont éreintés par cette pandémie aussi, qui sont mal payés. Enfin je veux dire, chacun a des difficultés dans les deux sens et peut-être qu'il faudrait proposer justement cet atelier pour pouvoir apaiser, pour pouvoir mieux expliquer ce fonctionnement du cerveau et la suite. Tout à fait. Donc, ce sont des missions que j'ai faites de mon propre chef. J'ai proposé à certains enseignants donc, de m'ouvrir leur classe et de former leurs élèves. Donc, c'est eux qui en parleraient le mieux. Peut-être à une prochaine occasion. Avec plaisir. Justement, j'ai pu les former sur le mode de fonctionnement de leur cerveau, par rapport à la mémoire, par rapport à l'attention, par rapport aux émotions qui sont très très importante dans les apprentissages et on sait ô combien chez les enfants les émotions peuvent avoir un certain nombre de rires, de pleurs, surtout en maternelle ça passe vraiment du tout au tout. Chez les adultes aussi. Chez les adultes, on apprend un peu plus à les cacher et justement ce serait bien aussi que dans ces compétences psychosociales, si elles étaient mises vraiment au goût du jour dans les écoles, qu'elles feraient partie des disciplines à enseigner, tout comme les arts, qui sont aussi extrêmement importantes pour développer la communication, l'envie, la curiosité. Là, c'est peut-être qu'on aurait une chance d'avoir une société un peu plus zen. Qu'est-ce qui vous a donné envie de donner de votre temps, d'ouvrir votre classe, comme vous venez de le dire ? La frustration. La frustration. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut aider les enseignants et les parents ? Moi, je suis maître ressources. Donc, quand un enseignant me dit « Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, cet élève, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire avec lui. » Donc, on reprend par exemple une évaluation au collège. On essaye de faire quelque chose de plus simple. Pas de plus simple au niveau des objectifs, puisqu'on garde les mêmes objectifs, mais pas avec le même support. C'est ça l'adaptation. Et pas une question de fond, mais une question de forme. Tout à fait. Et souvent, les enseignants qui ne sont pas forcément formés ou pas curieux vont confondre cette simplification en c'est pas juste pour les autres, parce que si on fait plus simple pour eux, c'est pas plus simple. Je donne souvent l'exemple quand je forme entre guillemets les enseignants qui ont envie d'avoir des billes, des ressources sur comment est-ce qu'on fonctionne. On dit, quand tu as passé ton permis, t'es myope comme moi, le jour J, on te dit, t'enlèves tes lunettes. Tu connais le chemin, tu sais faire. Pourquoi ça t'embêterait ? Et le handicap, c'est ça, le handicap invisible, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on aide quelqu'un sur la forme, une petite béquille, si on lui enlève le jour J de l'examen, ça n'a plus de sens de dire, il connaît le truc, il sait faire. Non. Non. En fait, il faut savoir inclure. Il faut apprendre à inclure intelligemment. C'est pour ça que je parlais vraiment de limite. La limite, elle est, elle est dans les esprits. C'est plus une philosophie. L'inclusion, c'est aussi d'apprendre qu'on est, c'est bateau, on est tous différents. Mais quand il y a une réelle différence neurobiologique, c'est au niveau, du câblage du cerveau, on l'est toute la vie. C'est évidemment, les orthophonistes auront toujours leur place, évidemment, l'enseignant aura toujours sa place, mais il manque quelque chose réellement, que ce soit pour les enfants en difficulté, avec des différences, qu'elles soient de coloration autistique ou autre. Il faut une médiation, et cette médiation, elle est à la fois académique et à la fois humaine. Et cette béquille dont vous parlez, est-ce que finalement c'est le rôle de l'enseignant ou ce serait pas plutôt le rôle d'accompagnateur, d'AESH comme on dit ? Alors, les AESH, pareil, ils ne sont pas tous formés. J'ai la chance d'avoir des AESH qui me font confiance, donc qui viennent vers moi quand ils ont en charge justement un enfant en situation de handicap. Ils ont très très peu d'heures de formation. Souvent, ils vont à la pêche eux-mêmes aux infos pour savoir comment communiquer avec un enfant autiste. Et je viens à la rescousse en donnant une fois de plus quelques billes, en disant, là voilà, ça c'est des gestes professionnels qu'il faut apprendre. On ne le touche pas quand il est en crise.
demandent aux parents, eux, comment ça se passe à la maison, puisque c'est quand même eux qui sont les mieux placés pour aussi te donner des billes. Voilà, je pense qu'il y a faire revenir les parents dans l'école, il y a une nouvelle façon de le faire. Et sans les culpabiliser. Et sans les culpabiliser. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, s'il y avait une recette miracle, on le saurait. Ah, ça, c'est sûr. Et à quelque chose des élections, c'est une sainte parole. Voilà, et je pense que l'échange est très sain. Dans l'association, j'ai monté un café des parents, justement, pour, voilà, de façon très conviviale, échanger sur un thème. Donc, moi, j'en ai eu plusieurs. Rapidement, parce qu'il faut... Voilà, le sommeil, l'alimentation, les écrans, l'attention, les devoirs. Et voilà, on en parle. Et ça libère la parole, du coup. On fait un point sur les connaissances actuelles, sur ce que les neurosciences nous donnent, et puis on fait au mieux. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Florence Villeke-Narbet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez créé FLOS, une association qui a pour but de franchir les obstacles scolaires. Merci. Cette semaine, dans Souvenirs d'écolier, eh bien, Malika Ménard reçoit Barbara Cabrita. La comédienne a notamment raconté ses années lycée. Et un de ses meilleurs amis était un certain Grégoire Ludic. Regardez. Et le rôle de vos parents dans cette scolarité ? Alors, ma mère a eu justement elle a tout fait pour que je puisse sortir de ça. Elle m'a changé de lycée, je lui ai demandé. D'accord. Puisqu'à la fin des 4 années de collège, c'était horrible, j'étais destinée à aller à un lycée en particulier. Donc, on change d'établissement. Et donc, je lui ai dit, je t'en supplie, je ne veux pas les retrouver dans ce lycée. Donc, en fait, je suis allée au lycée de Rambouillet, qui était à 1 heure de bus. Oui, donc ça faisait des journées très longues, j'imagine. Ouais. Et là-bas, j'ai vécu la même chose. Mais comment ça se fait ? C'était chakra, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, karma, j'en sais rien. Je devais apprendre quelque chose sur ça. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, pendant 1 an, j'ai vécu ça. Et je me suis dit, bon, bah non, là, je vais retourner au premier lycée. Peut-être qu'entre-temps, ils m'ont oublié. Et alors ? Figurez-vous que la fille et le groupe de filles qui me faisaient ça au lycée de Rambouillet a fait pareil que moi. Donc, ils sont aussi allés au lycée, à l'autre lycée. Alors que les autres, vous avez oublié ? Ouais. Et là, en fait, ça a été l'apothéose des difficultés pour moi. Je passais mes récrés dans les toilettes pour passer le temps. Et puis, c'était à l'époque aussi où j'avais commencé à faire des photos. Ouais. Vous aviez commencé le mannequinat ? J'avais commencé à faire des photos. Et du coup, ça circulait. Il y avait beaucoup... Là, pour le coup, il y avait beaucoup de moqueries par rapport à ça. Mais pourquoi ? Jalousie, plutôt. Peut-être. Je m'en souviendrai toujours. J'avais fait un jour la couverture d'Hockey Podium avec Franck des To Be Free. Oh, la classe. Pour la Saint-Valentin. C'était génial. Moi, je me disais, waouh. Et c'est vrai, c'était génial ce moment. C'est super cool, bien sûr. Mais ouais, c'était cool. Mais en fait, ça m'est retombé dessus. Parce que c'est vrai que pour le coup, c'est pas discret. C'est pas discret du tout. Non. Ah non, c'était vraiment OK Podium, c'était vraiment le truc. C'était ce qu'on avait dans notre enfance, quoi. Ouais. C'était notre magazine de référence. Et du coup, tout le monde l'avait vu. Tout le monde l'a vu. Et il y en avait, je sais pas combien qui circulaient dans le lycée. Et là, c'était... Mais ça aurait pu vous rendre populaire. Ils auraient pu chercher à être votre ami, au contraire. Ouais, ça a fait l'inverse. Il n'y a pas un souvenir, du coup, positif d'écolier à nous partager ? Un bon moment ? Il y a vraiment mes copains du collège, François, Nicolas et Guillaume. Et ensuite au lycée, il y avait 2 personnes qui sont chères à mon cœur aujourd'hui. Et c'est drôle parce qu'on fait le même métier. C'est Grégoire Ludic du Palmachot. D'accord. Et Charlotte Gonod qui est aussi dans la décoration de cinéma. Et Swan Arlo qui est comédien. Comment ? Ils étaient avec vous au lycée ? Ils étaient avec moi au lycée et dans la même classe. Ok. Et vous étiez déjà amis ? On était amis. Et en fait, ils ont vu aussi, eux, que c'était compliqué pour moi. Et donc, de temps en temps, ils me faisaient sourire, surtout Grégoire, qui était déjà très, très drôle à l'époque, qui était vraiment un super camarade, un super copain. Et vous êtes restés amis ? Oui.
C'est super, ça c'était très beau. C'est vraiment des gens qui m'ont permis de vivre le lycée mieux que je l'aurais vécu. Est-ce que vous aviez un prof préféré, une matière adorée? Madame Renard, qui était une prof de philo. Donc ça c'est en terminale alors? Ouais, en terminale. Elle était pétillante et je pense elle avait 10 ans de moins que moi aujourd'hui. Ouais. Et je me dis, mais moi il y a 10 ans, est-ce que j'aurais été capable d'enseigner la philo à des ados comme ça? Vous voulez dire qu'ils ne s'intéressent pas à la matière? Qu'ils ne sont pas réceptifs? Je sais, surtout d'être prof en fait. Je trouve que les profs, c'est vraiment courageux. On fait face à des individus qui ont chacun leur personnalité, qui sont dans une authenticité pure. Et donc, c'est hyper intéressant et courageux d'être face cette à... vocation de professeur. Ouais. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Barbara Cabrita pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est-à-dire que le web pédagogique, il est pédagogique, mais pas que pour les élèves? Je pense qu'il y a des gens, il y a des curieux partout. Donc, certes, il a un nom un petit peu peut-être qui cloisonne, mais je sais, moi, en ce qui me concerne, qu'il y a des curieux qui appartiennent vraiment à d'autres secteurs professionnels et qui suivent quand même ce que l'on fait sur Twitter et à travers les blogs, bien sûr, puisque sur Twitter, on poste en fait tout ce qu'on met sur le blog du WebPéda. Et il y a des gens qui arrivent quelquefois, qui nous font des commentaires et qui disent tiens, c'est intéressant votre idée là que vous avez partagée. Moi je suis dans un autre secteur professionnel, mais je la retiens. Récemment j'ai eu cette expérience avec un collègue qui travaille dans le domaine de l'entreprise de la communication et qui a récupéré un scénario pédagogique que j'ai mis en ligne dans le web pédagogique et qui donc a été réutilisé dans un autre contexte. Donc le web pédagogique, dans la pédagogie, c'est l'affaire de tous. On apprend dans tous les secteurs, à tous les moments de la vie. Donc finalement, oui, c'est un outil universel. Vous avez choisi la Méditerranée comme terrain historique. C'est à la fois logique quand on parle d'antiquité, mais c'est aussi une région avec laquelle on entretient aujourd'hui un rapport extrêmement sensible. Est-ce que le fait de s'intéresser à l'Antiquité, de donner la parole aussi, de pratiquer cette histoire publique, ça aide à mettre à distance, à comprendre, à aborder l'actualité? Toujours. Bon, Amal tout à l'heure parlait de la citoyenneté. Les régions sur lesquelles on travaille actuellement, ces fédérations de peuples, là aussi, c'est une réflexion politique en fait très importante qu'on n'a pas forcément en France. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur ces régions, qui sont italiens, qui sont suisses, qui ont beaucoup plus de clés de lecture. Enfin, c'est beaucoup plus présent en fait aussi dans les manuels scolaires parce que justement, nous, on a tout axé sur Athènes, la citoyenneté, alors qu'il y a énormément de choses à faire. C'est aussi donner envie aux gens de découvrir, je vous dis, cette autre Grèce, comme dit Pierre Cabane, qui a été mon maître, qui n'est pas très présent dans les manuels. C'est pas la cité grecque, c'est autre chose. Et alors, sans parler du terrain de jeu actuel, qui est l'Albanie. L'Albanie aujourd'hui, vous voyez, terrain méconnu, je dis pour des raisons politiques. Exactement, et souvent maltraité, pas dans les médias, mais maltraité. Si, on peut le dire, parce que c'est vrai qu'on en parle généralement quand on parle et qu'il y a une d'organisation mafieuse et de choses comme ça. Donc sortir de ces système politique corrompu. Ouais. Sortir de ces clichés pour aller voir des terrains qui géographiquement sont extraordinaires et des sites archéologiques aussi. On a un petit peu évoqué Faut être geek, où n'importe quel prof aujourd'hui peut avoir son blog et animer son blog sur le web pédagogique. Ouais, je pense que c'est une grande vertu, c'est que c'est un blog. Donc d'abord tout le monde sait ce que c'est. Et puis effectivement, en 2 clics, on ouvre le truc. Et puis alors après, on peut pousser les usages assez loin. C'est ce que font Marie et Séverine, qui sont parmi celles qui génèrent le plus d'audience. Mais on peut faire un truc tout simple. Donc il n'y a vraiment pas de frein, il n'y a pas de barrière technologique. C'est quoi d'après vous les secrets pour générer de l'audience justement avec un blog? Alors d'abord, tout le monde ne cherche pas à générer de l'audience. Sur les 50 000 blogs là, qu'on a vu se créer sur la plateforme, ils ne sont pas tous actifs, on en a un peu moins, mais il y en a 50 000 qui ont été créés depuis le début. Il y en a plein, c'est juste pour sa classe. C'est beaucoup aussi pour répondre à ce que disait Mathilde, des espaces où on fait publier les élèves. Donc c'est une bonne façon de faire de l'éducation aux médias, de leur montrer. Par exemple, il y a des profs qui font, moi j'adore ça, un exercice qui consiste à concevoir, produire, publier une fake news. On fait un truc, c'est faux.
et ça a l'apparence du vrai. Ça, c'est super éducatif de voir que c'est possible et de voir qu'effectivement, ensuite, on est sur Internet et que ça se voit. Donc, c'est un super exercice. Et après, si on veut faire beaucoup d'audience, donc c'est le cas de certains blogueurs, en fait, il y a deux recettes. Soit on s'adresse souvent publié déjà, j'imagine. Oui, voilà, c'est un travail, c'est une activité d'auto-édition quelque part. Donc soit on s'adresse aux élèves, on fait des trucs sur les révisions des examens, évidemment, là ça marche super bien. Soit on fait comme font Séverine et Marie, des ressources partagées avec les profs. Et là aussi, les profs, quand ils préparent leurs cours, aujourd'hui, ils cherchent. Et les blogs sont naturellement bien référencés. Donc ça permet, je crois, de partager une partie de son travail et d'avoir des retours qui font progresser. Avec les professeurs, moi, c'est des amitiés et puis surtout des échanges sur ce qui se passe ailleurs dans les autres régions de France, parce que moi, j'habite dans un petit village tranquille, mais c'est vrai que quand on a des échanges sur ce que c'est vraiment que le métier d'enseignant selon ce qu'on habite, où l'on habite, c'est-à-dire en ville ou dans des cités, enfin voilà, on a vraiment des façons de vivre très différemment en fait notre métier d'enseignante, et donc ça c'est très enrichissant aussi, parce qu'il faut s'adapter à tous les publics, et donc il y a le nôtre public, mais c'est vrai que par exemple mes documents, quand je vais moi les construire et les proposer, ils vont pas forcément non plus être adaptés pour d'autres publics, justement des enseignants qui viennent les chercher. Donc c'est aussi à eux de les prendre, mais aussi de les retravailler. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre tel quel et puis voilà, non, il faut essayer aussi toujours de réadapter en fait ce que l'on trouve sur le net. Donc là, c'est déjà ce gain-là, c'est qu'on a une richesse, on propose énormément de choses sur Internet, donc on passe aussi beaucoup de temps en recherche, mais après, voilà, ça permet de retravailler, de revenir dessus et d'améliorer tout ce que l'on fait, en fait, les uns et les autres. Vous êtes donc directeur commercial de Nirio, c'est une société lilloise qui fait de la cobotique depuis 2017, et vous aussi, vous avez envie de la démocratiser, cette robotique collaborative, parce que vous êtes lancé avec une conviction, celle d'aller à la fois dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de l'industrie 4.0. L'idée, c'est donc de démocratiser l'usage de ces bras robotiques. Et encore une fois, on en a un avec nous en plateau. Il s'appelle NED 2, c'est votre tout dernier modèle. Tout à fait. En fait, l'idée de Nirio à la base, c'était vraiment de rendre accessible la robotique. Et l'idée du fondateur, Marc-Henri Froin, ça a vraiment été de créer un petit modèle de robot pour les écoles, puisqu'il s'est rendu compte tout simplement que dans son cursus d'ingénieur, il avait très peu d'occasion de manipuler des robots, parce qu'ils sont assez chers, et donc du coup les écoles en ont peu, et ils sont assez difficiles à programmer. Et donc avec le NED 2, les écoles peuvent en acheter une flotte, et on a aussi ajouté différents langages de programmation, ce qui fait que des professeurs peuvent l'utiliser pour soit de l'initiation à la robotique, soit de la robotique plus poussée, avec des langages aussi plus complexes. Donc vous voyez, des gens qui ont été un peu oubliés par l'histoire, en fait, ou qui ont laissé très peu de sources. Pardon, pas que dans l'Antiquité. Bien sûr. Ce que vous dites là, on pourrait le dire bien sûr. Enfin, absolument tout le Sauf que dans l'Antiquité, on a quand même un problème de sources qui sont beaucoup plus restreintes que pour d'autres périodes de l'histoire, ou des sources très compliquées à utiliser, quelques fragments archéologiques à partir desquels il faut construire une histoire ou imaginer cette histoire plausible. Vraiment, les historiennes, les historiens qui travaillent sur ces époques-là, comme vous, il faut, voilà, en plus des compétences méthodologiques, de la culture générale, historique qu'il faut avoir, il y a quoi? Il faut avoir un peu d'imagination, un peu de poésie, un peu d'intuition, c'est quoi? Alors, il y a à la fois une extrême rigueur scientifique, de l'intuition, certes, et puis aimer se poser des questions aussi. C'est fondamental pour un historien, comme pour tout étudiant en histoire d'ailleurs. Vivre avec le fait qu'on ne saura jamais. Voilà, aussi. C'est pour ça que ce qu'on essaie de faire aussi, c'est essayer d'aller vers ces chemins du possible ou du plausible, si vous voulez. Donc entre, en effet, la rigueur, méthodologie, scientifique, les sources archéologiques, l'imaginaire d'un écrivain et l'imaginaire de créateurs sonores, voyez. La cobotique, c'est quoi exactement, Martin? Alors, cobotique, c'est la contraction de deux termes, robot et collaboratif, donc en anglais, collaborative robots, qui a donné Cobot. Et donc c'est une nouvelle génération de robots industriels qui sont destinés à être beaucoup plus simples à prendre en main que les robots industriels classiques tels qu'ils existent dans tous les secteurs de l'industrie depuis 40 ans. L'idée, c'est de rendre la robotique accessible au plus grand nombre d'entreprises et que le robot devienne un outil du technicien qui va prendre en charge la partie répétitive et pénible de son travail, de la même manière qu'il va utiliser son tournevis ou sa perceuse. Donc c'est vraiment l'idée de démocratiser la robotique pour le plus grand nombre d'utilisateurs en pouvant faire travailler les robots en collaboration directe
et en toute sécurité à proximité des opérateurs. Ravi de cette émission, notamment à vos côtés, Florence Vic-Narbet. Je rappelle l'association FLOS qui a pour but de franchir les obstacles scolaires. Merci Mickaël Dorian. Merci Virginie. Eh bien, on se retrouve évidemment demain. Merci à la réalisatrice Elisa Bernardo, Héloïse Merlin au son, Agathe Delannoy et Maguessel à la rédaction et Tae Sayad au make-up. Ciao.